Jam Talk, ça continue. Je suis en compagnie de la Maison des Ados avec donc Ophélie, Nora et Pauline. Bonjour, est-ce que ça va? Ça va, merci, oui. Ouais, ça Ça va. va. Ça va. Alors je vais vous demander déjà de vous présenter un peu ce que c'est la Maison des Ados, c'est quoi, comment ça marche, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Voilà. Ok. La Maison des Ados, c'est une structure qui a un peu plus de 10 ans. En fait, il existe des maisons des ados quasiment dans tous les départements de France. Et c'est un lieu d'accueil pour les ados de 11 à 25 ans qui peuvent venir seuls ou accompagnés pour rencontrer des professionnels du médico-social pour parler de tout un tas de sujets qui les questionnent, qui leur posent problème. Voilà. C'est gratuit, en libre adhésion et possiblement anonyme comme accueil. Vous parlez de la libre adhésion. Qu'est-ce que c'est la libre adhésion? Comment ça marche aujourd'hui, surtout dans les milieux sociaux? Eh ben, ça veut dire que en tant qu'ado, je peux venir si j'ai envie de venir. Il n'y a pas d'obligation. Ouais, en fait, c'est de venir s'il y a possible. Enfin, c'est ouvert, quoi. Oui, c'est de partir quand on a envie de partir aussi. Si à un moment donné ça accroche pas ou si finalement c'est pas mon truc, et ben en fait je peux très bien le dire aussi. Et il dit bon, c'est pas grave, on fera d'autres. Moi je suis sur le dispositif James, donc c'est un dispositif à part dans la Maison des Ados, mais les personnes qui viennent en atelier dans le dispositif James, si à un moment donné un atelier lui plaît plus, ben en fait il y a pas de souci, quoi, on essaiera autre chose. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ce dispositif, comment il fonctionne? Ça a été créé parce qu'il y avait des fonds sociaux européens qui étaient mis à disposition pour des jeunes qui sont à l'arrêt. Pauline en a parlé précédemment, des jeunes qu'on appelle des NEET, c'est pas très joli, N-E-E-T, ça veut dire Not in Employment, Education or Training. Et il faut avoir entre 16 et 29 ans et être à l'arrêt, globalement. Et donc, au départ, Thierry Gogol est venu nous voir pour nous dire, vous qui êtes dans des milieux alternatifs, qui avez l'habitude de travailler avec ce public, qui avait fait partie de ce public aussi à un moment donné, et qui êtes travailleurs sociaux à côté, moi j'ai psychologue de formation, Renaud, travailleur social, c'est non fléché, il n'y a pas d'obligation de résultat. La question de la libre adhésion a été posée aussi à ce moment-là. Et qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Et donc on s'est dit très intéressant, quand on a entendu pas d'obligation de résultat, on s'est dit il y a quelque chose à faire, et on s'est dit on va peut-être faire travailler nos copains artistes, nos copains artisans, nos copains qui ont des chemins de vie qui sont pas la grosse autoroute de la vie où tu vas vers un travail et tout est clean. Il y a plein de gens qui ont pris des petits sentiers comme ça et qui se sont retrouvés à un moment donné à trouver du sens à ce qu'ils faisaient. Et donc, on s'est dit, en fait, on va permettre à des jeunes de rencontrer ces artistes, de faire des ateliers, de mettre la main à la pâte, de construire des choses pour s'autoriser à et pour relancer pour certains du désir, et aller au plus proche aussi de désirs d'autres qui sont déjà là mais qui n'ont pas pu aboutir. C'est comme ça que ça s'est lancé. Aujourd'hui, donc au départ, c'était porté par les EIS pendant 2 ans en tant que dispositif innovant. On a fait pas mal d'ateliers et puis dans l'un de ces ateliers-là, on s'est retrouvé à faire un partenariat avec la Maison des Ados et avec M33 photographie, où on a rencontré Nora d'ailleurs aussi. Et c'est là qu'en fait on s'est dit il y a quelque chose à faire aussi avec la Maison des Ados. Aujourd'hui, depuis novembre, c'est porté par la Maison des Ados et on continue sur cette lancée-là. Voilà, en faisant beaucoup de bénévolat aussi. On est allé au Pelpas Festival pour les aider à monter un énorme chapiteau. On a pu faire du bénévolat aussi au Giboulov pour construire la scénographie. On essaye de trouver des points d'accroche comme ça et pour lancer des choses et permettre des rencontres. Comment la Maison des Ados et le James arrivent à récupérer ces jeunes et aujourd'hui à les amener à faire des activités, à pouvoir progresser, à pouvoir évoluer? Alors, comment on les trouve? On n'était pas financé pour les trouver. Donc, on a un peu improvisé. On a fait des fenêtres ouvertes au départ pour présenter James à différentes structures, différentes institutions. On travaille beaucoup avec les éducs de Prèves, on travaillait beaucoup avec la Maison des Ados et c'est aussi là que ça a pris du sens de bosser encore plus avec la Maison des Ados, des personnes qui travaillent en psychiatrie, des personnes avec ITAC aussi en fait, et puis petit à petit c'était au bouche à oreille.
Il y a pas mal de jeunes qui étaient en squat, qui à l'époque c'était le refuge des oubliés pendant le confinement. Et il y avait pas mal de jeunes qui se retrouvaient dans cette situation-là, d'être à l'arrêt et d'avoir le bon âge. Et en fait, on les a rencontrés petit à petit. Alors d'abord, c'est des orientations, mais après, entre eux, certains se disaient viens dans James, on fait des trucs cool et on y va, quoi. Aujourd'hui, quelle est la place des jeunes dans vos structures et comment, quelle est leur place aujourd'hui et comment ils évoluent avec vous? Peut-être que Nora, tu veux répondre en partie à cette question? Alors moi, James, quand je suis arrivé dans ce dispositif, j'allais pas bien. Et en fait, j'ai fait en partenariat avec la Maison des Ados et j'ai fait l'atelier photo. Et dès le départ, on m'a fait comprendre que moi, je pourrais faire les choses à ma manière, en fait. Et c'est ça que j'aime, c'est le fait que ça me rappelle un peu les groupes d'entraide mutuelle où tout le monde est un peu égaux. Voilà. Et ça m'a permis de m'épanouir, cet atelier photo, et c'est comme ça que je les ai rencontrés, du coup. On essaye d'être au plus horizontal possible et que chacun puisse aussi venir avec ses propres idées et ses propres envies de faire. Par exemple, on a commencé à monter un journal avec M33 et Nora est venue avec cette envie de partager son témoignage dans les GEM et de présenter ce que c'est un GEM. Et là, c'est en cours d'être fait. Petit élément aussi complémentaire, quand on participe aux ateliers, en tant que professionnel du médico-social, ça a aussi de la valeur de montrer qu'on galère en tant que participant ou participante. Et ça permet aussi de s'autoriser, de se planter, d'essayer pour les participants en voyant que les personnes qui sont censées encadrer, moi, faire du soudage, faire des trucs techniques, vraiment, j'ai pas doué, quoi. Et du coup, c'est aussi montrer que c'est pas grave, on s'autorise, on essaye et on en discute après de qu'est-ce que ça a produit, comment je me suis sentie quand au final, finalement, j'ai réussi à tenir une machine, voilà, et que j'ai réussi à faire un truc. Quels sont vos outils pédagogiques? Comment vous les incarnez, vous les pratiquez? Peut-être, ça peut être étrange peut-être au départ, mais le premier outil pédagogique que je dirais qu'on met en place, c'est l'écoute et la rencontre. C'est justement de se dire que les personnes qu'on rencontre pour James, et c'est la même chose à la Maison des Ados, en fait, on a des humains en face de nous et des humaines, et d'essayer d'être à la hauteur de ça, d'écouter, de prendre en compte et d'adapter en fonction notre prise en charge. Un exemple que je donne souvent, c'est que parmi les ateliers, les activités qu'on propose, des fois il y en a qui sont le matin et puis on se rend compte que venir à 9h c'est compliqué pour 1000 raisons et souvent c'est pas une non-envie, c'est que il y en a certains ils bossent le soir, il y en a certains qui ont des rythmes de vie décalés, c'est à nous d'adapter pour que la rencontre et puisse se faire. Voilà, c'est, je dirais, de l'écoute et de l'adaptation en premiers outils pédagogiques. Moi, j'ai forcément envie de parler de psychothérapie institutionnelle, forcément, parce que quand on a écrit ce dispositif dans James, en tout cas, c'était l'importance de prendre soin du collectif et de prendre soin de chacun par le biais du collectif. Donc, prendre soin de l'ambiance, prendre soin de l'accueil, faire attention les uns aux autres et permettre justement à ce que chacun puisse se sentir à l'aise, de pouvoir aussi, après, s'autoriser à accueillir, à prendre soin de l'ambiance et à faire avec. Et toi, Nora, du coup, comment tu t'accapares les outils pédagogiques qu'on te propose au sein des dispositifs? J'ai pas fait beaucoup d'ateliers. J'ai fait l'atelier photo et le journal. Du coup, moi, c'est plutôt l'écriture que j'aime faire. Et qu'est-ce que tu trouves dans l'écriture aujourd'hui qui t'intéresse et qui te donne envie de continuer là-dedans? Moi, j'ai beaucoup de mal à parler aux gens. Du coup, l'écriture, ça me permet de développer mes idées, développer mon imagination, développer aussi ma communication. En fait, ça me permet de communiquer. En fait, je pourrais pas dire des choses, alors que écrire des choses et écrire pour dire tout ce que j'ai dans la tête. Basiquement, à l'atelier photo, j'avais commencé un truc sur la virilité, et en fait, dans le texte
qui avait écrit, ça m'a permis de faire mon coming out, en fait. Et j'aurais pas pu le dire à voix haute. Donc, écrire, ça m'a permis de développer ça. Et donc aussi un peu de connaître un peu ce que... Ok. Oui, juste pour préciser et compléter, ce premier atelier photo-vidéo était autour de l'idée de clichés et des représentations qu'on avait justement sur la jeunesse. Et ça a donné lieu à beaucoup justement de paroles et de propos très forts qui sont sortis au cours de ces différents ateliers. Et puis on l'a fait 3 fois de mémoire, du coup avec des jeunes différents. Et à chaque fois, il y a eu des paroles extrêmement fortes avec des prises de position, des coming out, et c'est hyper précieux en fait. On se rend compte toujours, que quand on laisse la place et qu'on met justement, comme tu le disais Ophélie, un contexte de cocon, d'accueil, il y a des choses qui se passent, il y a des propos qui sont tenus et qui sont hyper forts. Ouais, on voit que c'est des propos aussi qui sont très finalement politisés, dans le sens de la vie de la cité, la vie ensemble. Comment aujourd'hui ça se traduit dans le discours des jeunes ? Est-ce qu'ils ont vraiment un droit de parole politique, c'est-à-dire sur ce qu'ils vivent et comment ils le vivent au sein de vos structures ? J'espère. J'espère qu'ils s'autorisent. En tout cas, on essaye de laisser la place. Et le journal sert à ça, d'ailleurs. Ce journal qu'on a commencé avec Dom, c'était quand, en mars-avril. Il sert à ça, et c'était incroyable à quel point chacun venait avec des thèmes de discussion et de présentation d'articles à faire qui sont politisés. On a notamment une jeune femme qui a décidé de nous parler de témoigner de tout son parcours en tant que comment on dit, un parcours d'exil. D'exil, ouais, voilà. Tout le chemin qu'elle a pu faire, les galères qu'elle a eues, et c'était extrêmement émouvant, et c'est quelque chose qu'elle a souhaité partager à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est en plus à un moment donné cathartique pour certaines personnes, et puis en pensant que ça va être entendu, ça va être lu, il y a quelqu'un qui va lire ça. Après, le politique, comme tu l'as dit, la cité, partager à la vie de la cité, c'est aussi ça. C'est déjà faire la cuisine ensemble, c'est penser en amont, préparer en amont aussi ce qu'il y a à faire. C'est penser à tous ces petits détails auxquels on pense pas, mais dans le vivre ensemble. C'est vrai qu'on retrouve un peu ces idées de journaux dans les MRJC, dans les CSC aussi, dans les MJC particulièrement, qui sont des lieux beaucoup d'éducation populaire. Comment aujourd'hui, est-ce que vous utilisez des outils d'éducation populaire au sein de vos structures ? Comment ? Et comment ça se traduit concrètement ? Bon, du coup, c'est ma carte, ça, parce qu'Ophélie, c'est la carte psychothérapie institutionnelle et moi, c'est l'EducPop. Une nouvelle fois, c'est à la fois des méthodes, mais qui sont incarnées par des valeurs. Et le journal en est un bon exemple. L'idée, c'est de construire collectivement quelque chose et de construire un propos. Et en effet, on a été très étonnés, et positivement étonnés. On a que des sujets de fond costauds qui défoncent, enfin pour le dire rapidement. Et on va s'organiser collectivement avec les jeunes de OK, c'est quoi les besoins, c'est quoi les compétences, qu'est-ce qu'il faut. Et donc là, on va aller chercher des compétences techniques auprès de journalistes, auprès d'hommes, etc. Et c'est construire ça collectivement. Après, une des idées qu'on a pour l'année à venir, c'est de continuer à construire ça, notamment par des permanences qui se feraient ici, pour que les jeunes anciens et actuels puissent venir, puissent nous solliciter si besoin, mais puissent aussi proposer des choses. On a notamment cette ambition pour des jeunes qui sont sortis du dispositif, qui pourraient revenir en étant pères aidants, ou en proposant eux-mêmes des ateliers aux jeunes actuellement dans le dispositif. Donc c'est toute cette ambition-là. Et une nouvelle fois, moi je le recroise beaucoup avec la posture de départ, qui est une posture d'accueil et de reconnaissance d'horizontalité d'égal à égal. On a aussi travaillé, et on aime travailler avec la Braise, qui propose des formations d'éducation populaire en général, et avec qui on a notamment fait un atelier des désintoxication de la langue de bois.
Parce qu'on leur a demandé d'ailleurs de faire peut-être, est-ce que tu peux nous faire un atelier intoxication à la langue de bois pour permettre aux jeunes de comprendre quels sont les mots à dire dans certains moments. Et c'était très intéressant. Ça rejoint le politique aussi. C'est comment on emploie les mots et quel est le sens des mots qu'on emploie. C'était vraiment intéressant. Et on avait fait une dînette présidentielle aussi, où en fait, tu avais différents partis politiques, les autruches, les coccinelles, je sais plus ce qu'il y avait comme autres animaux, et où il fallait mener jusqu'au bout comment on appelle ça ? Un programme électoral. Un programme électoral et qu'on vote pour eux. Et c'était présenté de manière ludique pour comprendre aussi la place du citoyen pour ces jeunes-là, au sein à Strasbourg, en France. Donc on voit que c'est quand même des outils qui sont très politiques. L'éducation populaire est quand même un outil très très politique vraiment dans tout son sens. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire que le social c'est politique ? Oui. Je suis d'accord avec ma collègue. Oui, parce que si on se réfère à l'étymologie du mot, c'est les affaires de la cité. Donc oui, c'est politique. Ça ne veut pas dire que c'est partisan. Ça veut peut-être dire que par endroits c'est militant, parce que c'est pas un gros mot le militantisme. Ça fait partie aussi des mots et de leur contexte. On va souvent parler d'engagement professionnel et moins de militantisme. Mais aujourd'hui, d'être dans un dispositif qui n'a pas d'obligation de résultat, la question peut se poser de est-ce qu'on est militant ? Est-ce que pour le dire très simplement, c'est on fait des choses où on peut se regarder dans la glace, quoi. En fait, pour moi, c'est vraiment un peu le cap, c'est se dire ok, en fait. Est-ce que je suis cohérente avec les valeurs qu'on a envie de porter ou pas ? Avant de monter James, j'avais fait mon mémoire en anthropologie sociale et culturelle sur un ancien squat autogéré qui s'appelle la Maison Mimir. Ce lieu est complètement politique, apartisan mais politique. C'était quand même conçu par des travailleurs sociaux étudiants avec des gens à la rue pour permettre à ces personnes d'avoir un toit sur la tête, d'avoir accès à la culture, de s'autogérer et de prendre possession d'un lieu et de pouvoir participer à la vie de ce lieu. Et James, ça vient de là aussi. Donc c'est la question de l'autogestion. Là, on est dans du politique, ouais. La question de réfléchir ensemble, de prendre des décisions ensemble, d'essayer de prendre des décisions de manière la plus horizontale possible, où chacun a son mot à dire et écouter, où on tente le consensus et où ça prend des plombes à se décider. Mais là, on est dans de la démocratie, on est dans la participation. Il ne sera pas échappé à tout le monde les événements actuels, en particulier dans la jeunesse des quartiers et ce qui s'est passé avec Naël. Aujourd'hui, comment vous investissez cette question-là qui commence à surgir un petit peu, surtout avec les discours qu'on peut entendre de la part de nos politiques et de nos gouvernements? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des questions qui vous interpellent? Est-ce que c'est des choses qui vous dérangent? Comment vous saisissez aujourd'hui ces questions? Est-ce que c'est des questions auxquelles vous avez envie de vous saisir? En tant que travailleuse sociale, on ne peut pas se faire l'économie de ne pas s'en saisir. C'est évident et ça, pour le coup, ça dit quelque chose d'extrêmement politique. Moi, avant d'être à la MDA, j'ai bossé pendant des années dans le secteur de la délinquance avec des jeunes délinquants. Donc j'ai beaucoup bossé dans des quartiers prioritaires de la ville. Il y a une définition des formes de violence par Don Helder Camara, qui était un prêtre communiste en Amérique latine, au Brésil, et qui explique qu'il y a 3 formes de violence. Il y a la violence institutionnelle au départ, la violence révolutionnaire qui est en réponse, et la dernière qui est la violence répressive, et qu'il faut bien séparer les 3 et bien avoir conscience que l'une est la conséquence de l'autre. Et je trouve que ce qui s'est passé et les pillages qui en ont découlé, moi, ça me paraît absolument dingue qu'on ait des discours xénophobes hyper fréquents dans les médias qui disent que ces pillages sont scandaleux. Ouais, en fait, ce qui est scandaleux, c'est que quand tu as 17 ans et que t'es pas blanc dans ce pays, tu risques de te faire défoncer par des flics. Et qu'en fait, si... la plupart des pillages, c'est quand même des lieux pour bouffer. Alors oui, ok, il y a Lacoste, Hermès aussi, d'accord, très bien. Mais en fait, quand même, la plupart des pillages ont eu lieu dans les quartiers directement. C'est bien qu'il y a
qu'il y a plus, enfin, je sais pas, quand on accède à ça, quand on arrive à ça, c'est qu'on se dit il y a plus d'autre choix, et que tout l'enjeu en tant que travailleurs sociaux, c'est justement de participer à accueillir cette parole-là et de se dire ok, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut faire évoluer les choses pour que les personnes s'autorisent à s'investir, à dire, pour que les choses changent, parce que c'est quand même très problématique. Et ouais, juste pour compléter, c'est aussi de prendre conscience que c'est quelque chose qui est de l'ordre du temps long, et que ça va prendre du temps, et que renouer, enfin, quand j'entends qu'on va renouer le lien social un peu de manière magique, non, ça va prendre du temps, parce que là, la confiance, c'est pas en un claquement de doigts. Oui, puis ça suit aussi des politiques colonialistes qui sont très vieilles et qui durent depuis des siècles et des siècles. Donc revenir juste maintenant et penser que ça va se réparer en 2 semaines, c'est peut-être un peu ambitieux comme projet. Ben écoutez, c'est déjà la fin. Je vous laisse le mot de la fin, vous trois, si vous avez encore quelque chose à dire. Merci pour votre accueil. C'était très chaleureux. C'était bien. Tout pareil. Jamel Talk, ça continue et tout de suite, place à la musique.